Fait que ce qu'on entend ces temps-ci, c'est que le SaaS est mort, right? Il y a à peu près 60% moins de postes de dev junior qui sont ouverts aux États-Unis. Supposément que quand ça s'est sorti, il y a genre eu l'équivalent de 285 milliards qui s'est évaporé sur le marché public. Le co-CEO de Spotify disait que leur meilleur dev, depuis décembre, avait pas écrit une ligne de code. Puis le dude m'a juste répondu « Merci pour l'invitation, ça sera pas possible. On est en mode Red Alert en ce moment pour survivre à l'AI, genre, puis passer à travers ça. » Si moi, j'étais encore CEO de Snipcart en ce moment, un petit SaaS bootstrap à Québec, je pense que je suerais. Je pense que j'aurais chaud du dos. Il y a quelque chose qui va péter à quelque part. Puis le marché s'en envoie, il y a des vrais signaux. Deviens l'agent ou attends qu'un agent te remplace. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, épisode solo. Fait que c'est le retour de Frank Solo. Ça fait un bout que j'ai pas fait un épisode solo. Je vais prendre le temps de me poser, de m'asseoir, puis de réfléchir, puis de discuter avec vous autres sur l'état de notre industrie, ce qui se passe dans le SaaS en ce moment. Ça brasse beaucoup à plein de niveaux. Je pense qu'il y a une claire disruption à cause de l'intelligence artificielle qu'on voit puis qu'on sent à plein de niveaux. C'est là dans le discours public, c'est là dans les conversations privées que j'ai avec des fondateurs. Puis je me suis dit, je suis tanné d'avoir des intuitions puis des réponses à tout ça qui sont juste brouillons dans ma tête. Évidemment, j'essaie de démêler tout ça chaque semaine sur mon infolettre. Saspasse.com, vous pouvez cliquer sur infolettre puis vous abonner. Puis j'écris sur mes expérimentations, mes feelings, ce que je lis ailleurs, tu sais. Mais là, je me suis dit, je vais prendre le temps de concentrer un peu toute cette information-là dans un talk qui est juste un monologue, puis essayer de voir si j'ai des pistes de réflexion, mais aussi des pistes de solutions pour le monde, pour comment passer à travers un peu cette tempête-là. Je vais faire le disclaimer là, de syndrome de l'imposteur classique du genre « j'ai pas la science infuse ». Moi, je m'informe à droite, à gauche, j'essaie de synthétiser ça, de faire du sens de ça dans ma tête. Fait que voyez ça un peu plus comme une ouverture à la discussion puis à la conversation par rapport à tout ça. Puis n'hésitez pas à juste comme dropper des comments sur YouTube, sur LinkedIn quand je poste ça, pour que la conversation soit nourrie puis qu'elle aille plus loin que juste moi qui parle tout seul au micro, tu sais. Fait que ce qu'on entend ces temps-ci, c'est que le SaaS est mort, right? On entend SaaSpocalypse, on a-tu entendu SaaSplosion? Je sais pas. SaaS is dead, tout ce genre de trucs-là. Puis pourquoi on entend ça? Ben, on entend ça parce que on voit des stats qui sont un petit peu épeurantes. Fait que pendant, je pense, janvier puis février 2026, il y a eu une drop au niveau du software index là, sur le marché public, sur la bourse, qui était de à peu près 58%. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Anthropic ont sorti un Cloud Cowork. Puis après ça, ils ont sorti des plugins spécifiques, là, genre qui font des fonctionnalités qui sont carrément des SaaS. Là. Fait que je me étais noté pas loin, mais vente légale, finance, marketing, customer support, product management, data, enterprise search, bio-research, productivity, puis un meta-plugin pour créer d'autres plugins. Puis supposément que quand ça s'est sorti, il y a genre eu l'équivalent de 285 milliards qui s'est évaporé sur le marché public côté software, les actions là, de software. Fait que tu sais, on voit ça, puis on voit d'autres stats. Là, j'ai écrit un peu sur LinkedIn là-dessus, mais des stats du genre, il y a à peu près 60% moins de postes de dev junior qui sont ouverts aux États-Unis. Puis dans les conversations un peu plus intimes, mettons, que j'ai eues, j'entends des trucs genre, man, on a ouvert un poste de dev junior ou intermédiaire, puis c'est du monde méga senior qui applique là-dessus. Puis c'était quelque chose qu'on n'aurait jamais vu. Puis juste quand on ouvre un poste d'engineering dans notre org, dans notre startup, notre scale-up, on a une quantité puis une qualité de CV qu'on voyait pas avant. Fait que tu sais, ça bouge puis c'est stressant un peu le marché de l'emploi en ce moment en tech. Fait que c'est à cause de ça que les phrases hyperboles de SaaSpocalypse puis le SaaS est mort arrivent, tu sais. Mais au-delà de l'hyperbole puis de comme capoter puis de retweeter des affaires, je pense qu'il faut essayer d'être un peu plus stoïque, de regarder certains faits, d'établir des stratégies puis des plans d'action pour comment on va naviguer à travers un peu cette tempête-là. Évidemment que je peux pas passer à côté
de toute cette discussion-là, sans mentionner le agentic coding, qui est une des sources puis des pressions sur le SaaS très fortes. Ça vient de l'externe, ça vient de l'interne, on va en parler plus en détail, mais genre, le agentic coding il est rendu à un autre niveau, right? Tu sais, le co-CEO de Spotify disait que leur meilleur dev depuis décembre n'avait pas écrit une ligne de code. C'était tous des coding agents, Claude Code, Codex, Cursor, whatever, qui avaient fait ce job-là, tu sais. Fait que ça fait un autre shift un peu identitaire, un shift au niveau des economics, de la productivité à l'intérieur d'une startup ou d'une scale-up. Fait que faut prendre le temps de s'asseoir puis de catcher un peu ce qui se passe. Puis aujourd'hui, c'est ça ma tentative, c'est d'essayer de catcher ce qui se passe puis de donner des pistes de conseils. Genre. Fait que, les sujets qu'on va couvrir aujourd'hui dans ce pod-là, c'est les vecteurs de risque, first and foremost. C'est vraiment important pour moi d'essayer de commencer à avoir une idée de d'où c'est que ça peut faire mal, d'où c'est que les menaces peuvent venir pour mon SaaS, puis de garder ça en tête quand je prends les décisions stratégiques comme exec, comme founder. Après ça, faut pas juste faire de l'alarmisme puis genre highlighter les menaces, il faut amener des solutions ou genre des pistes de solutions. Fait qu'on va essayer de voir dans un contexte avec de agentic power plus dans un contexte de disruption AI, c'est quoi les moats, fait que les douves défensives qu'on a puis qu'on peut essayer de nurture puis de stimuler. Puis je vais même essayer de faire un genre de thought exercise qui est c'est quoi que j'aurais fait si j'étais le CEO de Snipcart aujourd'hui, en 2026. Puis ça, pourquoi je veux faire cet exercice-là, c'est que récemment, je parlais avec un founder. En fait, je l'invitais dans un dîner, dans un souper, pardon. J'organise un souper de founders, puis bon, j'invite ce dude-là, puis c'est comme plein de monde super high profile, super sharp, ça va être le fun, blablabla. Puis le dude m'a juste répondu écoute, man, merci pour l'invitation, ça sera pas possible. On est en mode red alert en ce moment, locked in pour survivre à l'AI, genre, puis passer à travers ça. Puis là, j'étais là, bon, man, c'est un peu hyperbolique, là, c'est un peu catastrophique, puis tout. Genre overkill. Après ça, j'ai fait un mini exercice d'empathie ou de genre me mettre dans ses souliers, puis je me suis dit, oh shit. Si moi, j'étais encore CEO de Snipcart en ce moment, d'un petit SaaS bootstrap à Québec, comment je me sentirais, genre? Je pense que je suerais. Je pense que j'aurais chaud du dos. Puis je pense que je suis pas tout seul en ce moment. Fait que je pense que ça va être pertinent de faire cet exercice-là. Puis tu sais, faut essayer de percer à travers le noise. Puis tout le monde dit souvent genre, OK, t'es dans une echo chamber, une chambre d'écho en tech, puis comme ces choses-là, tu sais, sont plus fortes puis amplifiées dans ta petite bulle, mais le reste du monde, tu sais, ça bouge pas aussi vite, puis ça va revenir, puis tout ça. Sure. Mais là, le marché réagit à des pièces virales sur Twitter, réagit à des annonces justement des Frontier Labs comme OpenAI et Anthropic violemment. Il y a du mouvement dans le marché de l'emploi en ce moment. Là, ça shake à ce niveau-là. Fait que je suis comme peut-être bien là, que je suis dans une bulle, là, mais genre d'après moi, cette bulle-là va soit grossir ou il y a quelque chose qui va péter à quelque part. Puis le marché semble envoyer des vrais signaux. Fait qu'on va voir comment ça évolue. Puis on va essayer de faire du sens de ça ensemble, man. Alright, fait qu'on va commencer avec les vecteurs de risque. C'est-à-dire, c'est quoi qui te rend disruptable? C'est quoi qui te menace un petit peu? J'en ai identifié 5. On pourrait les catégoriser puis les replacer comme tu veux, mais on va essayer de se concentrer sur ces 5-là puis voir si ça peut faire du sens. Fait qu'il y en a 5. Le premier, commoditisation du UI, de l'interface utilisateur. Le deuxième, implosion ou risque par rapport au pricing par siège, per seat pricing. Le troisième, c'est Sherlocking ou le nouveau platform risk. Le quatrième, c'est le vibe coding puis le agentic coding. Puis le cinquième, c'est le shadow AI. Fait qu'on va y aller un par un. Le premier, commoditisation de l'interface utilisateur. Même le CEO de Microsoft, mon boy Satya, disait, et je quote, les business apps qui sont plus des CRUD database avec juste un peu de business logic, cette logique-là migre vers la couche AI. Fait que lui, il mettait un peu en question la pérennité d'une application SaaS
qui est relativement simple dans ce qu'elle fait. Elle store de la donnée, elle peut lire, écrire, modifier de la donnée, puis en fonction d'une logique d'affaires, mettons, que toi, tu lui donnes des règles ou quoi que ce soit. Puis lui, il disait que ça allait tout disparaître, basically, ça. All right, sure. Peut-être. Puis mettons qu'on essaie de rendre ça plus concret, parce que c'est comme un peu abstrait, même pour moi. Mettons, tu penses à où est-ce que le UI commence à disparaître ou à s'effriter ou devenir moins important, puis que ça devient plus un moat, basically. Ben, quand tu penses à ChatGPT Web, à Claude Web, eux autres, ils sortent une tonne de connecteurs, right? Des connecteurs avec plein d'apps qui permettent de tirer, de pull vers l'utilisateur dans leur environnement des données clés, puis même de prendre des actions dans une application externe à partir de leur produit, de leur, mettons, chat environment ou terminal, si c'est dans Cloud Code, mettons. Fait que, tu sais, quand tu penses à genre Salesforce, Zendesk, Asana, HubSpot, Google Drive, qui ont longtemps été une espèce de lieu commun ou de lieu de référence de c'est là que je vais faire mon travail, ben ça, c'est un peu en train de changer. Plus que tes users, tes clients, ils adoptent, mettons, un AI first workflow, les gens qui sont dans le knowledge work, là, qui travaillent à l'ordi en tech comme nous autres, plus ils peuvent se distancer, oublier, puis ne plus avoir nécessairement d'appartenance avec ton UI. Puis moi, je le vois dans mon workflow. À moi, avec Cloud Code, je me suis buildé des MCP ou des intégrations directes avec l'API de tous mes services clés. Tu sais. Pourquoi? Parce que c'est tellement puissant puis utile de pouvoir juste dire OK, mon cerveau principal, là, qui est Opus 4.6 avec Cloud Code, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur la conférence. Parfait. Va voir tout le cash qu'on avait fait, mettons, dans Xero, dans Stripe, là-dessus. Va voir notre budget dans Google Drive, Google Sheet. Check le nombre d'heures puis de temps qu'on avait mis, mettons, en temps personne dans Notion. Puis aide-moi à prendre des décisions sur comment être plus efficace, puis comment espacer le workload de la conférence cette année. Puis amène-moi toute cette information-là ici, là, dans mon terminal UI, mettons. On va jammer là-dessus, toi puis moi. Puis après ça, les décisions que je prends, puis qui doivent modifier de la donnée ailleurs, ben, je vais juste dire d'aller le pousser, puis j'ai jamais besoin d'ouvrir ces outils-là. Tu sais, j'ai connecté Slack, j'ai connecté Missive, j'ai connecté Notion, Big Time, Xero, Stripe, Google Analytics, Supabase, GitHub, tu sais, il y a tellement de trucs qui peuvent juste venir vers moi. Je prends les décisions, je réfléchis, je repousse les updates. Fait que dans ce cas-là, là, l'interface de ces outils-là, c'est plus ça qui m'amène la valeur, c'est la donnée que eux store, right? Fait que c'est-tu sécuritaire, c'est-tu genre modulaire, c'est-tu multiplayer, ces outils-là, c'est un peu plus ça. Fait que quand l'agent, il ouvre ton app à la place du user, c'est là que ton UI, c'est plus tant un mode, tu sais. Fait que si tu as l'impression que ton mode, c'est ton UI, ton beau GUI, là, Graphical User Interface, qui est genre, le monde triple là-dessus parce que tu peux facilement cliquer, trouver ce que tu as besoin en un an, mais ça peut pas être juste ça, ta douve défensive, mettons. Le deuxième vecteur que je veux parler, c'est le pricing model du SaaS. C'est le modèle d'affaires, le classique qui est par tête, par siège. À chaque fois que tu ajoutes un utilisateur dans ton app, tu charges un frais mensuel ou annuel de plus par utilisateur. Puis on en a tous entendu parler beaucoup. Je pense qu'il y a une fatigue dans ce pricing-là au niveau des consumers, mais au niveau des business aussi, qui sont écœurés de voir leur bill de software juste exploser chaque fois qu'ils adoptent plus de nouveaux software. Puis, je pense qu'il était rightfully, quand même, tanné de tout ça, surtout quand on était en boom d'embauche. Parce que la facture faisait juste exploser. Mais là, il y a comme une dissatisfaction dans le market tout court par rapport à ce pricing model-là. Fait que ça, c'est comme une menace, mettons. Mais ajoute à ça le fait que là, les compagnies coupent du headcount, right? On est plus productif, l'argent est moins facile à aller chercher, il faut être plus genre profitability first. Le agentic coding ou même work arrive, amène toute cette marmite de raisons-là, peu importe, c'est quel qui pèse plus fort, le monde coupe du monde. Il embauche moins, tu sais. Fait que juste mathématiquement, si tu as moins de headcount dans un business qui utilisait ton SaaS, ben, tu as moins de price per seat, il y a moins de seats. Puis les personnes qui restent dans ces compagnies-là, souvent, eux, ils s'équipent d'agents, ils s'augmentent, ils deviennent de plus en plus efficaces, productifs. Fait que
ça élimine la pression sur l'embauche dans plusieurs compagnies. Évidemment, il y a toujours des exceptions, là. Fait que ça fait sur ton ARPU, ton Average Revenue per User, ça le compresse, right? T'as des forces qui jouent contre ça. Fait que t'as comme un double squeeze. Les users, il y en a moins, ils churn, puis t'as moins besoin d'ajouter de nouveaux users parce que ceux qui restent sont plus productifs. Puis tu sais, on le voit, là, tu sais, il y a eu des mouvances, puis du mouvement peut-être vers un différent type de modèle d'affaires, puis de modèle de pricing en SaaS, qui est genre, OK, au lieu de charger par tête, puis juste, on te charge une location parce que t'es là, puis t'as un accès, peu importe ce que tu fais, on va te charger par usage, par le niveau de consommation de ressources que tu prends dans notre application. Fait que ça c'est un des trucs qui a gagné en popularité, puis à une certaine limite, les high platforms, les big guns, des fois, ils double dip, là, parce que tu as un flat fee, puis si tu veux plus de tokens, tu peux. Mais bon, tu peux utiliser tu peux utiliser ces tools-là juste avec un API pricing, puis juste payer à l'usage, mettons. Mais on a vu des vrais exemples en SaaS. Là. Mettons, Intercom, eux, c'était 39$, je pense, US par seat. Puis, dans leur espèce de révolution AI là, avec Finn, l'agent intelligent de Customer Service ou Success, ben, ils se sont mis à charger à la résolution, genre. Fait qu'à l'action résolue d'un ticket résolu, je pense que c'était 99 cents par ticket. Zendesk ont adopté des affaires de même aussi, 2$ par résolution de ticket. Puis Salesforce, ils testent différents modèles dans le genre. Fait que je pense que si le core de ta stratégie, de ta growth, de tes objectifs, ça dépend de ton per seat pricing, tu dois quand même réfléchir à ça, à ces forces-là qui poussent contre le per seat pricing. All right, folks. Petit shout-out à Unicorn, partenaire certifié SaaSpass. Si ta facture AWS te surprend chaque mois, on a quelque chose pour toi. Unicorn, c'est une équipe KEB certifiée AWS qui t'accompagne dans ton infra cloud. En plus, ils ont bâti Stable, leur propre SaaS, pour réduire et prédire tes coûts en temps réel. Les gens en DevOps puis en FinOps qui l'utilisent capotent. Check them out sur saspass.com/partenaire avec un S. Écoute aussi l'épisode 126 avec Éric Pinet, leur cofondateur. OK? De retour au pod. Le troisième vecteur de risque, c'est le Sherlocking, ou ce que j'appelle de façon vulgaire le nouveau platform risk. Puis ça, j'ai écrit là-dessus dans l'infolette, là, vous pouvez juste aller sur saspass.beehive.com puis chercher platform risk ou risque de plateforme, ou danser avec les géants, que ça s'appelait, je pense. Le platform risk, c'est genre, tu as des grosses plateformes qui ont une visibilité sur les stats, les patterns, d'utilisation de leur écosystème ou de leur plateforme, puis ils peuvent décider de roller out des features ou des produits qui compétitionnent avec du monde tierce dans leur écosystème, tu sais, des plugins, des apps. Il y a eu plein de drama avec Shopify pendant un bout. Fait que ouais, c'est ça. Là, pourquoi on dit le nouveau platform risk, c'est que basically, la capacité, le funding, puis la vélocité des Frontier Labs, qui ship aussi des plateformes de produits, est complètement insane. Puis, avec le agentic paradigme, ils peuvent absorber ta fonctionnalité et plus rapidement, mettons. Fait que, tu sais, quand on parlait de Anthropic qui sortent, by the way, ils ont développé Claude Cowork en genre 10 jours. C'est un tool insane. Là, c'est genre un layer un peu plus noob-friendly, non-tech user-friendly par-dessus Claude Code. Puis après ça, ils ont sorti 11 plugins qui ont fait l'espèce d'évaporation de la valeur de plein de stocks de software public. Ça, je ris parce que ça me rend mal à l'aise, mais genre, c'est une vraie menace, right? Tu peux pas te mettre la tête dans le sable puis faire comme si ça n'en était pas une. Puis on va voir un peu plus tard pourquoi certaines des menaces pèsent moins fort puis arrivent moins vite dans ta cour, peut-être. Mais je pense qu'il faut que tu le gardes en tête. Puis un des trucs à garder en tête par rapport à ça, c'est à quel point tes users, ta clientèle cible, ton industrie, c'est des early adopters des nouveaux Stack AI. Là, fait que sont-ils tous sur Claude Cowork? Tes clients potentiels ou tes clients actuels? Si oui, c'est quand même un chemin à considérer. Sinon, tu as OpenAI, pour donner des exemples un peu plus concrets. OpenAI, ils ont, early on, sorti du web search, des scheduled tasks, deep research, de la génération d'images, des connecteurs, avec plein d'autres apps, plein d'autres tierces parties.
Fait que tu sais, tout ça, dans tout ce que je viens de dire, il y a je sais plus combien de centaines de SaaS que c'est ça qu'ils font. T'sais. Fait qu'ils font pas juste fournir de l'intelligence raw, ils fournissent, mettons, de la résolution de problèmes, de la prise d'action. Ils deviennent un SaaS, basically, dans ce cas-là. Fait que si ton SaaS ou une grosse feature de ton SaaS peut être juste un plugin ou une feature d'un des providers AI, tu peux être dans le trouble. Fait qu'il faut que tu gardes ça en tête. Alright. Fait que, le quatrième vecteur, c'est le vibe coding puis le agentic coding. Puis dans ma tête, ça existe grossièrement sur un spectre où est-ce que tu as le vibe coding à gauche, mettons, puis le agentic coding à droite. Puis plus tu bouges vers le agentic coding, plus tu peux livrer des choses qui sont production ready, avec des pratiques d'ingénierie puis de déploiement plus solides, plus battle-tested. Alors que de l'autre côté vibe coding, des fois, tu vas avoir une saveur peut-être un peu plus hobbyiste, pour le fun, plus slop ou plus jetable. Fait que, n'en reste pas moins que ces capacités-là n'existaient pas avant, puis maintenant, ils existent. Pourquoi c'est important de prendre ça en compte pour ton SaaS? C'est parce que ça recalibre le fameux calcul build versus buy. Fait que, est-ce que je dois acheter un software préfet de la tablette ou est-ce que je pourrais, dans le fond, le développer moi à l'interne? Fait que ça, si ta clientèle est tech, si ta clientèle a des capacités techniques ou est tech savvy ou juste aware de tout ce qui se passe, ben eux, ce calcul-là est en train de shifter radicalement dans leur tête, puis ils vont même l'utiliser peut-être pour te négocier les prices, ton pricing ou ton renouvellement, mettons. Fait que c'est pas juste un hype, ce qui se passe avec le vibe coding et l'agentic coding. On l'a vu, là, mettons, les devs chez Spotify, les meilleurs qui codent juste avec des agents. Claude Code, le harness autour des modèles Anthropic qui a explosé. Ben, lui, 90% du code de Claude Code a été fait par Claude Code. Fait que, tu sais, c'est pas de la BS, là. Les tools comme Lovable puis Bolt, ça a explosé. Le Lovable, je pense, c'est genre ça a passé de 1 million à 200 millions ARR en un an, c'est ça? Pas de sens. Bolt, de genre 0 en quelques mois à 40 millions d'ARR. Fait que, tu sais, c'est des tools qui bougent l'aiguille. Puis moi, pour parler à différents founders, il y en a qui utilisent Lovable pour refaire une version de leur SaaS au complet, là, genre, puis que leur team est là-dessus, puis ils hook ça avec GitHub, puis ça fonctionne. La majorité que je connais aussi vont déployer des trucs comme Cursor, Codex, Claude Code dans leur équipe d'ingénierie, puis ils sont 10x plus productif. Là. Tu pognes des bottlenecks, of course, là, genre des goulots d'étranglement du genre code review, comment tu gères, mettons, l'imputabilité du code qui est mis en prod, si tu en produis un volume de fou. Fait il y a des défis, mais c'est pas vrai que ça ship du slop, les genres de coding assistants ou les coding agents, je devrais dire plutôt. Fait que peux-tu être vibe codé ou agentic codé en une fin de semaine, ton produit, peux-tu l'être, tu sais? C'est genre un meme un peu qu'on voit. Écoute, moi, j'ai essayé de développer un SaaS from scratch. Je le faisais, mettons, part-time, call it. Puis ça m'a pris 33 jours. Je suis pas le plus technique. Je suis sûrement pas le plus vite avec Claude Code et tout. Fait que, mettons, j'étais full-time, call it peut-être 2 semaines. Fait que je mettrais une bémol sur genre en un week-end. Mais je pense que le monde qui savent vraiment c'est quoi qu'ils font, surtout le monde technique, les ingénieurs ou les product managers avec de l'expérience, oui, ils peuvent shipper des trucs assez solides en peu de temps. Fait que ça, il faut que tu le gardes en tête comme risque aussi. Le risque numéro 5, le vecteur de risque numéro 5, c'est Shadow AI. Ça, c'est un peu confus dans ma tête, mais je vais quand même en parler, puis vous pourrez me dire ce que vous en pensez, mais genre, il y a plein de SaaS, surtout les plus gros, qui sont utilisés dans des grosses entreprises. Puis, dans ces grosses entreprises-là, c'est genre, OK, quand on gère nos RH, on doit utiliser tel logiciel. Ou quand on gère notre IT ou notre sécurité, on doit utiliser tel logiciel. Puis toi, t'es comme imbriqué un peu dans les process de l'organisation, mais il y a des stats de genre, je me rappelle plus c'est quoi, c'est genre UpGuard ou whatever. Il y avait une recherche vraiment cool. Je pourrais mettre le lien exact dans les show notes, là. Mais genre, 80% des employés dans les grosses corpos ou dans les compagnies en général, ils utilisent des outils AI non approuvés par l'employeur. Puis il y en a 41% qui contournent activement les blocages mis par l'employeur. Fait que si tu es obligé d'utiliser, mettons, telle suite Office ou telle version, le monde, il y a tellement de pull puis de pouvoir à utiliser ces outils de AI-là que le monde, même quand ils n'ont pas le droit ou sont pas supposés ou qu'ils ont d'autres outils, ils essayent d'utiliser les outils d'AI pareil. Fait qu'il y a un contournement pour certains software as a service qui est déjà en train de se faire.
Fait quoi, vous me direz ce que vous pensez de celle-là. C'est celle-là qui était le moins claire dans ma tête. Mais pour avoir des amis moldus, pas en tech, mettons, ou des connaissances moldus, pas en tech, je sais que c'est vrai, ça. Je sais que, même si les politiques de compagnie ne nous permettent pas d'utiliser ChatGPT, quand il faut que je fasse ce foutu rapport-là qui est genre dégueulasse, puis long à faire, fuck it, genre, je fire up mon laptop perso, je fais du copier-coller, je switch. Je trouve une manière d'utiliser les AI pour moins me faire chier parce que c'est juste trop productif. Une autre petite anecdote pour vous. Récemment, je dînais avec un fondateur. Évidemment, on parlait d'AI, un fondateur SaaS. Puis, il m'a montré son plan de transition vers le AI First Adoption dans son organisation. Puis, c'était un super plan. Honnêtement, c'était genre structuré, c'était incrémental, ça spottait les bonnes personnes au bon moment, c'était empathique, c'était humain, c'était mesurable, les résultats, tout. C'était sick comme plan, mais c'était sur 18 mois. Puis mon premier réflexe que je lui ai dit, c'est faudrait que tu coupes ça en 4, man, ton plan. Puis c'est après ça, j'ai repensé à mes affaires, je suis peut-être en 2. Mais maintenant que je repense, si t'écoutes X-Founder, je pense peut-être en 4, c'est correct. Pourquoi je dis de bouger plus vite, même s'il y a de la résistance au changement, même s'il y a de la friction dans l'adoption de nouvelles technologies ou de nouveaux process dans ton organisation, c'est que la curve de productivité des modèles puis des tools qui découlent de ces nouveaux modèles-là est genre exponentielle. Fait plus tu les adoptes tôt, plus tu rides cette même wave-là, puis tu as des capacités plus fortes, plus grandes, plus rapides dans ton organisation. Fait quand tu stretches ton intégration, ton adoption de l'AI dans ton SaaS, pour tes ops ou même dans ton développement de ton produit surtout, tu as un coût d'opportunité de plus en plus grand plus que le temps y passe. Je pense que c'est même ça marche les maths. En tout cas, don't quote me on this. Mais bon, je pense que t'es mieux d'aller plus vite que plus lentement, puis de tanker, puis d'endurer un petit peu d'inconfort, puis de friction dans l'équipe pour tous ces gains-là qui vont venir. Surtout si, au-delà de ta transition, tu le sais ou tu le sens qu'il y en a qui vont jump ship, puis qui vont peut-être pas suivre pour plusieurs raisons, puis je dis pas ça avec du jugement, je dis ça avec de l'empathie. Je pense que redéfinir ton rôle, comment tu apportes de la valeur sur le marché du travail ou dans ta carrière, ce que tu fais au day-to-day. Tu sais, ça se peut qu'il y en a qui soient comme wow, ou juste qui soient vraiment pas down avec comment c'est en train de se développer les AI, la concentration, les ressources. Il y a plein d'enjeux legit que tu peux avoir dans ta tête, dans ton cœur, par rapport à ce qui se passe avec les AI. Puis peut-être que tu fais genre, tu sais quoi? I didn't sign up for this. En tech, mettons. Puis tu fais genre, fuck it, punching out. Right? Puis tu as le droit de faire ça. Puis il y a plein d'autres opportunités de carrière, puis plein de choses que je pense qui sont AI-proof pour le futur. Mais cette conversation-là, cette vidéo-là n'est pas pour parler de ça. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que s'il y a du monde qui vont arriver à cette conclusion-là, puis qu'il y a beaucoup de chances qu'ils arrivent à cette conclusion-là, mais le fait que tu bouges plus vite sur ton adoption de l'AI dans ta compagnie, ça va peut-être juste forcer cette décision-là à se prendre plus rapidement, au lieu de juste traîner de la patte puis que ça coûte cher justement en non-adoption. Fait que, prendre avec un grain de sel, là, ça, puis curieux de voir comment le monde réagisse. Moi, je sais que dans le Slack de la communauté privée de Ça se passe, il y a des discussions là-dessus, pas chaque jour, mais pas loin, là, tu sais. C'est pas tous les ingénieurs, c'est pas tous les knowledge workers qui accueillent ou perçoivent tous ces changements-là de la même manière, disons. Puis pourquoi je vous raconte cette histoire-là? C'est que, encore une fois, quand ce founder-là m'expliquait son plan puis que je m'écoutais, il donnait des simili-conseils du mieux que je pouvais, je me disais, encore une fois, oh shit, si c'était moi, le CEO de Snipcart en ce moment, ça serait quoi mon plan? Moi, j'aurais eu... Je vais expliquer c'est quoi Snipcart pour mettre les gens en contexte, puis on va faire cet exercice-là ensemble. Fait que Snipcart, c'est un panier de e-commerce que tu injectes en JavaScript dans le front-end de n'importe quel site, puis ça permet de faire des transactions sur un site web. Tu rends n'importe quel site web en e-commerce site, puis transactionnel, juste en droppant un JS, là, comme tu dropperais un snippet de Google Analytics dans le code de ton site, dans le front-end de ton site. C'est une petite compagnie qui a été bootstrappée à Québec. On l'a vendu en 2021 à Douda, pour ceux qui ne le savaient pas. Psych. Puis, last I heard, ça génère encore plus d'1 million US par année, même avec zéro marketing. Fait qu'on avait buildé une belle machine d'acquisition organique, puis c'est un software, tu sais, utile, man, qui a de la valeur, puis on vendait ça à des devs, nous autres.
Puis les devs appréciaient vraiment, ça leur sauvait genre un bout de casse-tête dans l'e-commerce, puis ça leur donnait beaucoup de flexibilité, puis de contrôle sur ce qu'ils buildaient. Mais là, mettons qu'on s'en remet à aujourd'hui, je me dis, ouais, ma clientèle dev first, des programmeurs qui trippent sur les nouvelles technologies, puis c'était carrément ça, là, à l'époque, on avait le mouvement Jamstack, puis tous les frameworks en JavaScript explosaient, puis nous, on ridait ce hype-là, tu sais, aussi. Ben eux, c'est genre la démographique qui adopte le agentic coding le plus vite. Genre, tu le vois là, sur Twitter, tu le vois dans les discussions, dans les meetups, tu le vois. Écoute tes devs parler, les tripeux, écoute-les parler dans la cafétéria ou dans le bureau ou genre dans Slack, c'est eux, right, les premiers adopteurs. Fait que, eux autres, ça n'aurait pas été long, là, qu'ils auraient genre boot up un Cloud Code, Cursor, Codex de ce monde, puis juste shipper un prototype ou shipper carrément un remplacement à Snipcart. Parce que Snipcart, c'était vraiment dope. C'était une cool tech. Il y avait une belle petite innovation dans comment on faisait notre validation dans le front-end à l'époque. Mais genre, c'était pas du rocket science, là. C'était pas du engineering de développement web qui valait une propriété intellectuelle puis qui nous gagnait un prix Nobel. No disrespect à Charles. Fait quoi, je pense que l'acquisition de nouveaux revenus chez Snipcart, mettons qu'on était là en 2026, encore bootstrap avec notre petite équipe, l'acquisition de nouveaux revenus, elle serait tough, quand même. Fait que je me suis dit, OK, ben c'est quoi que t'aurais fait, Frank, tu sais? Do you still got it? Genre, fait que, avec tout ce que je sais aujourd'hui, mes pistes, mettons, d'évolution puis de changement chez Snipcart, ça a été, ben, first and foremost, on n'était pas beaucoup de devs, fait qu'on avait, je pense, une culture puis une communication de cohésion assez facilement, right? Puis je pense que l'adoption de nouveaux outils, c'était quand même déjà dans notre ADN à cause de Snipcart puis tout le marketing qu'on faisait. Fait que je pense que j'aurais peut-être pas imposé l'utilisation de l'agentic coding, mais fortement suggéré puis éventuellement probablement imposé. Tu sais, ça aurait été genre, hey, on est quoi, genre 5, 6, 7 devs, gros max. Genre, le marché est en train d'exploser. Il y a des nouveaux compétiteurs qui peuvent popper, soit qui sont vibe-codés ou fundés. Genre, on a toujours été un petit genre de David contre Goliath versus les Shopify de ce monde. Là, c'est genre, si on a des outils qui nous tiennent à 100x, notre output, c'est genre, faut l'utiliser, guys. Là. Genre, on a juste pas le choix, tu sais. Fait que ça aurait été une discussion, I guess, RH culturelle pour être sûr que le monde sont on board. Mais après ça, j'étais comme, OK, mais d'un point de vue produit, comment tu rends un panier d'achat front-end, fait que tu ajoutes un panier d'achat sur un site web, puis on avait un dashboard dans le back-end, quelque chose de plus admin, opération, tu vois tes commandes, tu peux gérer tes discounts, tu vois tes clients, tu peux communiquer avec tes clients, inventaire, tu peux gérer tes payment gateways, tes shipping providers. En fait, c'est ça qui arrive. Dans l'e-commerce, c'est que tu penses que c'est simple de processer une transaction, mais après ça, tu te rends compte de toute l'espèce de logique puis de panoplie de services qu'il faut que tu connectes en arrière pour que tu aies actually une business de e-commerce qui roule. Fait que c'était un dashboard dans le back-end pour gérer ton store, puis c'était un panier d'achat dans le front-end pour processer des transactions, acheter des produits à un panier puis acheter sur un site web. All right, folks. Le Spotlight partenaire du mois, c'est Desjardins Caisse des technologies, l'institution financière qui comprend le SaaS et la tech. Parce que quand tu travailles en tech, ton parcours financier, il ne rentre pas vraiment dans une case. Tu passes de salarié à consultant à founder, tu jongles avec des stock options, des fois tu as des mois à zéro, ou là tu as un closing qui rentre tout d'un coup. Les banquiers traditionnels, ils capotent devant ça. Mais l'équipe de la Caisse des technologies Desjardins, eux autres, ils parlent le langage SaaS, MRR, cap table, peu importe. Fait que t'as pas besoin de leur expliquer le modèle d'affaires pendant 45 minutes avant de pouvoir parler d'un prêt. Ce qu'ils offrent concrètement, du financement non dilutif pour pouvoir garder ton cap table intact, un accompagnement adapté aux revenus variables, un réseau de partenaires, donc fiscalistes, accélérateurs et plus, qui connaissent ton industrie, des avantages côté assurance pour les professionnels en tech. Que tu sois founder, early employee ou juste un ou une professionnel en tech qui navigue entre ces statuts-là, ces gens-là chez Desjardins sont équipés pour te dealer avec ta réalité. On a d'ailleurs tourné une capsule Spotlight vraiment le fun avec eux ce mois-ci. Le lien est dans les show notes. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S ou directement sur caissetech.com/offre-saspace. caissetech.com/offre
offre-ça-se-passe pour leur offre dédiée pour l'audience de ça se passe. OK? De retour au pod. Une des choses on était très flexible au niveau du code, au niveau du UI. On essayait de l'être. Une des choses que je me suis dit qui pourrait être cool, c'est qu'on aurait pu ajouter une auto-adaptation, un auto-update de Snipcart en fonction du site sur lequel tu l'ajoutes. Right? Le code peut être généré on the fly, matcher ton branding, ton tone, ta vibe en général. On aurait pu faire ça. On aurait pu même voir quand ton CSS change ou que justement tu amènes des gros changements au niveau de ton branding ou ton esthétique puis adapter le cart par-dessus. Peut-être. Most definitely, en tout cas, vu que le code était rendu bien plus fluide, on aurait pu essayer quelque chose genre du A/B testing automatique au niveau de la conversion pendant le checkout. Fait que genre, nous rouler du versioning de si on... évidemment, on te demande la permission, tu veux-tu l'activer, whatever. Mais genre, rouler du versioning de genre, OK, si on positionne le cart à une autre place avec tel genre d'éléments graphiques, qu'on change les couleurs, le display, whatever, qu'est-ce qui convert le plus pour te donner un edge de même? Puis ça, c'est comme de la logique, mettons... ou des insights qui ça aurait été peut-être un peu plus difficile pour toi de builder. Puis, en même temps, vu qu'on avait des milliers de customers, ben, on aurait pu benchmarker un peu ta conversion, puis benchmarker genre ton repeat orders, là, les clients qui reviennent, versus ce qu'on a, puis te donner des recommandations en fonction des trends qui marchent qu'on voit dans notre base de données. Ça, j'aurais essayé ça. Évidemment, genre, avec toute l'espèce de sémantique puis le power des LLM, pouvoir voir tous tes produits puis faire des recommandations de produits intelligentes à même l'order dans un cart, tout ça. Je me suis dit, on aurait peut-être pu faire une espèce d'arbitrage de payment gateways parce qu'il y a différentes manières d'accepter de l'argent sur Internet, right? Stripe, PayPal, c'en est, mais il y en a une chier d'autres. Fait que j'étais comme, nous, on avait des comptes, avec plusieurs de ceux-là, on aurait peut-être pu avoir des genres de master accounts avec ce monde-là puis faire un arbitrage de genre, proposer une méthode de paiement optimale ou moins chère en fonction de la transaction à ce moment-là ou whatever. Je sais pas si ça va être une bonne idée tant que ça. Automatiser des évaluations de performance, de rapidité, puis de UX des sites clients, puis juste shipper un rapport avec genre, voici exactement où est-ce que ça pète ton code, ou voici où est-ce que tu as des latences que tu peux juste implémenter toi, après ça, mettre ça dans ton tool de AI, puis implémenter ça sur ton site. Analyser la compétition automatiquement. On aurait pu avoir un flow d'agents qui scanne, qui identifie, mettons, une pocket de genre, okay, toi, t'es genre un SMB, puis tu vends des vêtements vraiment vintage à tel genre de clientèle. Parfait, on va genre avoir tu veux-tu activer notre genre de competition monitoring? Parfait, on va avoir un agent workflow qui scanne tout ça, qui t'amène de l'insight là-dessus, qui te montre des exemples différents. Peut-être ça aurait été un petit edge. Le benchmarking, j'en ai parlé. Peut-être qu'on aurait pu avoir un pas dans le customer support. T'sais, on a déjà toute la donnée sur le client, sur le marchand, sur le produit, sur la commande, sur la livraison, l'adresse, tout ça. Peut-être que les suivis auraient pu être automatisés en termes de qu'est-ce qui se passe avec ma commande, où je suis rendu, les retours. On aurait pu déployer peut-être des agentic capabilities là-dedans. Évidemment, une intégration MCP complète, là, si les devs avaient besoin d'utiliser Snipcart ou d'écrire de la donnée ou de changer des choses dans le back-end de Snipcart ou même dans le front-end à partir d'un ChatGPT, d'un Claude ou peu importe, via MCP, j'aurais voulu que ça soit là. Puis en fait, même en donnant toutes les données de commandes, de valeur moyenne de commandes, de clients, en donnant accès à ça via un agrégateur genre ChatGPT UI ou Claude Web ou même Claude Code, ben eux, les développeurs auraient pu donner des insights puis des recommandations en fonction du cross-referencing avec d'autres données pour le marchand. Fait que je t'explique, mettons, l'autre marchand a fait des campagnes de marketing, a reçu du trafic sur son site, a déployé des nouvelles initiatives pour acquérir des clients. Mais toute cette donnée-là, on aurait pu la corréler facilement avec ce qui se passe dans Snipcart. Puis ça aurait été plus valuable. Fait que définitivement une intégration MCP. Fait que je pense qu'on aurait peut-être réussi à maximiser de la rétention ou à diminuer la drop en rétention, mais pour le new revenue, je pense que ça a été tough. Je pense que je vais arrêter de parler de Snipcart. Après ça, on a été acheté par Douda, comme je vous disais. Puis tu sais, juste vite sur Douda,
les website builders, là, comme Wix, mettons, puis Douda, c'est une des catégories qui s'est fait le plus frapper, je pense, par le Gen AI, pas juste le Agentic AI, au début. Là, je veux dire, quand tu as vu Lovable arriver sur scène, puis genre, monsieur, madame, tout le monde, des petites agences peuvent coder des sites insane juste en parlant à Lovable, puis c'est déjà hosté, puis tout ça. Bon, il y avait des downsides, là. Je pense que les capacités de CMS à l'époque de Lovable et tout étaient pas top. Je sais pas c'est rendu où, mais tu peux développer ton propre CMS avec ça. Fait que, it is what it is. Mais bon, ça, c'est une catégorie rough. Puis Douda, ils ont réagi. Tu sais, moi, j'ai plus de contact avec le leadership vraiment, mais genre, le AI Site Builder, ils ont fait ça. Tu sais, ils ont sorti ça comme plein d'autres. Un Copilot MCP. Mais tu sais, pas nécessairement Douda spécifiquement, là. Je veux pas les mettre en dessous de la bus ou quoi que ce soit, mais genre, n'importe quelle compagnie comme ça qui a développé du software as a service dans un modèle CRUD de développement web plus classique, qui n'a pas nécessairement été habitué à travailler avec du AI native software, faut quand même que tu rechanges ton mind frame, là, ton frame of mind. Faut que c'est pas des paradigmes pareils. C'est pas de la même manière que tu génères de la value pour un client avec du engineering classique traditionnel qu'avec du AI first engineering. Fait que je pense que déjà ça, c'est un choc dans l'organisation, peut-être aussi de pouvoir te revirer de bord puis adopter tes trucs. Ça fait pas 15 ans que tu travailles sur des modèles, alors que peut-être ton AI native startup, lui, il taponne avec des modèles, il sait comment, genre, quel modèle caler à quel moment, lesquels sont cost-effective, lesquels tu peux laisser rouler plus longtemps, etc., lesquels hallucinent le moins. Fait que, genre, c'est rough. Puis toi, il faut que tu maintiennes tout ton code base classique aussi. Fait que, ouais, je pense que c'est une situation critique pour l'industrie, pas juste pour Douda, là, pour n'importe quelle compagnie SaaS qui est dans un domaine où est-ce que les applications qui découlent des modèles de AI ont explosé, genre Lovable. N'importe quelle compagnie qui est dans un space comme ça, c'est rough. Là. Ouais, fait que j'amène des nuances, right? Il y a des vecteurs de risque, c'est correct. Il y a des menaces, parfait. Par contre, c'est pas la fin du monde, c'est juste pas le temps de se mettre la tête dans le sable. Une des nuances intéressantes, c'est que les coûts d'utiliser puis de déployer les AI sont vraiment réels puis sont vraiment plus élevés. T'sais, quand tu penses à des stats que j'ai trouvés, les plateformes d'AI, leurs marges sont beaucoup plus minces. Beaucoup plus minces. Sont plus minces que celles des SaaS classiques. Fait que dans un SaaS traditionnel, on voyait des marges de 80-90%, des affaires de débiles, honnêtement. Mais les marges au niveau des AI players, ça ressemble à 50-60%. Roughly. Don't quote me on this. Mon point étant que de l'inférence, genre extraire ces capacités d'intelligence-là puis d'autonomie-là des modèles, utiliser des GPU, des grosses chips, tout ça, ça coûte plus cher que le coût marginal de runner un SaaS classique. T'sais. Ça va-tu changer? Ça va-tu pas changer? Je sais pas. T'sais. Mais en ce moment, c'est une pression sur le market qui pourrait changer la donne d'un bord ou de l'autre, dépendamment de quand ça va. Parce qu'en ce moment, l'utilisation de ça pour nous n'est pas si chère parce que les big tech, les gros AI labs qui ont des plateformes et des produits, ils subventionnent basically notre utilisation parce qu'eux, ils sont en hyper compétition, en hyper croissance, fait qu'ils déploient des milliards en CapEx dans de l'infrastructure, dans du hardware qui nous permet d'utiliser ça, puis ils veulent, eux, booster leur utilisation puis leur adoption, vu qu'ils sont ultra en compétition. Mais à un moment donné, ça se peut qu'ils exigent des retours, ces compagnies-là, ou qu'il y ait un retour du balancier différent, puis ça se peut que ça devienne trop cher, puis pas sustainable, je sais pas. Mais c'est un point que je pensais qu'il valait la peine d'être mentionné. Sinon, le vibe coding, j'en ai parlé, mais genre, tu sais, le vibe coding, c'est assez limite, là. C'est pas n'importe quel toucan qui peut te disrupter si t'as un minimum de complexité dans ton application, une quantité phénoménale de données propriétaires et plus de la réglementation. En tout cas, il y a plein d'autres affaires. Genre, c'est ça, c'est apprendre avec un grain de sel. L'emballage autour du vibe coding, c'est un des trucs qui accroche. T'sais. Genre, les hobbyistes, là, ils ne catchent pas nécessairement la sécurité, le déploiement, le App Store, genre, évidemment qu'il va y avoir des tools qui vont sortir pour gérer tout ça, mais il y a vraiment une différence entre shipper un produit que tu peux utiliser sur ton ordi ou en local versus shipper un produit que n'importe qui partout dans le monde peut utiliser de façon sécuritaire et pérenne. Vraiment pas la même game. Fait que, tu sais, tu peux, c'est le doute de Bootstrap Founder, Arvid Kahl, qui disait ça. Tu peux vibe coder un produit, mais une business, c'est un peu plus dur.
Sinon, je voulais dire aussi, les hallucinations, c'est genre un argument qui vieillit. Là. Moi, pour en avoir vu beaucoup dans mon travail début de l'année dernière, puis même l'année d'avant, j'en vois de moins en moins, basically plus. Là, genre, fait que si ton AI agent, il est bien contextualisé, il est bien éduqué, que tu utilises, mettons, le compound engineering, le compound de learning entre chaque session, que tu l'orientes bien, que tu définis des outcomes puis des sources de données où aller chercher, RAG ou autre chose, ça, c'est de moins en moins un problème. Quand tu es dans un big enterprise puis que la vie du monde ou genre des milliards de dollars d'une compagnie dépendent de l'accuracy, de la précision puis la véracité d'une information ou d'un output, ben là, évidemment, que même si c'est des peanuts, le pourcentage d'hallucination, c'est important. Mais de façon générale, je pense, en tout cas pour notre adoption à nous, à l'interne, de moins en moins un argument qui a rapport, là, les hallucinations. On a parlé des risques, les vecteurs de risque, on a parlé de certaines nuances, on a donné des exemples. Là, je veux qu'on se concentre sur les moats, donc tes avantages défensifs ou tes douves défensives. J'en ai identifié 7. Évidemment que tu pourrais argumenter sur la catégorisation ou le nombre, etc. Feel free de le faire en commentaire. J'ai fait du mieux que je pouvais par rapport à la catégorisation, mais allons-y de ce pas. Le premier moat, c'est posséder de la donnée propriétaire de contexte. Ce que je veux dire par là, c'est que les modèles de AI savent comme tout en général, puis genre font preuve d'intelligence, de logique, d'agency, mais ils savent souvent rien de ton client ou de ton client base. Fait que, il y a comme une flywheel de données qui peut se faire, où est-ce que si toi, dans ton SaaS, tu as de l'utilisation de ton SaaS, ça génère de la donnée contextuelle unique à cette industrie, cette entreprise, ces personnes-là. Ces données-là, tu peux les utiliser en leverageant un modèle de AI qui devient lui meilleur pour ton use case, ce qui crée un meilleur produit, ce qui crée plus de stickiness, plus de users, ce qui te refait plus de données, etc. Tu vois le genre de loop. Fait que je pense que si, mettons, tu es assis sur un trésor de données contextuelles, pas nécessairement facile à aller chercher ou à répliquer, ça peut être un moat. Il y en a qui vont faire l'argument que ça l'est de moins en moins pour différentes raisons, mais si tu peux le protéger, ce moat-là, puis l'exploiter dans la valeur que tu amènes à ton produit ou dans comment tu déploies l'AI dans ton produit grâce à ces données-là, je pense que ça peut valoir la peine. Ouais, le point que je voulais ajouter là-dessus, c'est le benchmarking. Si tu as un paquet de données propriétaires, pertinentes sur le contexte d'une industrie, d'une compagnie, puis que tu es capable de faire du benchmarking pour aider tes clients à se situer, à se positionner, à prendre les meilleures décisions via la donnée que tu as dans ton app, ça aussi, ça peut être un avantage à cultiver. All right. Deuxième mot, c'est l'agentivité native. C'est-à-dire, si ton SaaS fait juste storer de l'information, ça a une valeur, right? C'est un system of record, ça a longtemps eu une valeur, puis ça va continuer d'en avoir, mais aujourd'hui, avec les capacités technologiques, si l'utilisation de ton SaaS résulte en le produit fait le travail à la place d'une personne, ben là, ça, c'est un mode qui va probablement repousser l'espèce d'attaque ou d'arrivée de AI agents plus universels ou plus des grosses compagnies. Ce que je veux dire par là, c'est que on a les capacités aujourd'hui en déployant différents AI agents ou différents workflows ou intégrations dans nos SaaS de faire du travail, de pas juste storer de l'information, updater de l'information, donner des suggestions. Non, des fois, on peut prendre des actions dans le système ou dans d'autres systèmes pour notre utilisateur. Fait que si on l'aide à faire son travail, ça devient un moat. Ça devient comme un system of actions, je pense qu'il appelle quelque chose dans le genre. Puis le co-founder qui est revenu CEO d'Intercom, McGabe, il disait « You don't have a choice. AI is going to disrupt in the most aggressive, violent ways. » Fait qu'il disait « You don't have a choice. » Genre, deviens l'agent ou attends qu'un agent te remplace. Fait que lui, quand il est revenu, le dos d'Intercom, en 2022 comme CEO, ça faisait genre 5 quarters qui étaient en déclin, je pense, au niveau de la croissance. Ouais. Puis 6 semaines après que ChatGPT soit sorti, eux, ils ont shippé leur nouvelle version d'AI qui est devenue Fin, tout ça. Puis ça a été vraiment agressif comme transition, mais aujourd'hui, mettons, Fin, c'est plus d'1 million de tickets par semaine, un taux de résolution de 66%, ils visent le 100 millions d'AR juste avec Fin.
Puis ça a été rough, la transition, parce que lui, quand il est revenu, il a coupé genre 40% du staff, il a killé des projets qui étaient à 80 millions d'AR, il a investi 100 millions en AI. Fait que tu sais, c'est rock'n'roll, mais lui, ce qu'il dit, c'est si tu combats pas le feu par le feu, si tu n'utilises pas l'AI dans ton produit, l'AI va te disrupter, basically, tu sais. Fait que ouais, pensez à de l'agentivité, à faire du travail, remplir des actions via mon software. Quelle forme ça peut prendre pour toi? All right. Le mode numéro 3, c'est le MCP. Genre, tu te rappelles, on parlait du fait que l'interface utilisateur pouvait devenir de moins en moins important, de moins en moins un mode, parce que les gens allaient utiliser les données de ton software à partir d'une plateforme d'orchestration AI du genre un command center, là, comme ChatGPT, Claude, peu importe, puis connecté avec un paquet de systèmes externes. Ben, le MCP, tu sais, c'est un standard qui permet à n'importe quel agent AI de se connecter à ton SaaS, de prendre des actions dans ton SaaS, de lire de l'information, passer de l'information d'une place à l'autre. Fait que si toi, tu n'as pas de MCP comme ça, puis que tes users, eux, veulent passer par... Eux veulent utiliser des agents AI, tu comprends que genre leur agent AI, il va soit tenter de te screen scraper ou d'utiliser un tool qui permet genre de slugger anonymement dans ton SaaS, aller prendre l'info ou whatever, ou il va juste utiliser ton compétiteur. Fait que si le workflow bouge plus dans un point centralisé, puis qui déploie des agents qui, eux, vont à l'extérieur, toi, tu deviens une source de vérité dans ta niche avec la donnée puis les actions, les outils qui peuvent être utilisés dans ton SaaS. Même si c'est pas via ton interface, tu restes présent dans la chaîne de valeur qu'un user reçoit ou navigue dedans, si tu veux, à travers l'utilisation de MCP à partir d'agents qui vont chercher cette donnée-là puis qui la ramènent à la même place pour prendre des actions. Fait que, basically, c'est une manière de dire que tu peux survivre sans interface si la valeur dans ton SaaS est accessible puis utilisable à partir de MCP. Fait que je pense que c'est à garder en tête. Mot numéro 4, c'est les services professionnels puis les experts de domaine. Dans le fond, pour le dire très grossièrement, celui-là, l'époque pure SaaS, dans ma tête, genre que c'est le meilleur play, c'est d'être 100% logiciel, 100% récurrent, 100% seat-based. Ça devient de moins en moins vrai ou de moins en moins intéressant. Définitivement de moins en moins future-proof, si tu veux mon avis. Je pense que d'avoir un layer de services professionnels qui augmente la valeur perçue de ton user par rapport à ton SaaS, ça peut devenir un moat. Même chose si tu as des experts de domaine, que leur expertise, leur knowledge, leur crédibilité est extraite somehow via ton produit ou ton service dans ta compagnie, dans ton offre globale. Fait que genre consulting, de l'implémentation, de la formation, ces genres de trucs-là qui viennent de humains experts qu'on fait vraiment confiance, c'est dur à remplacer par un agent. Fait quoi? Il y a plein de SaaS verticales qui peuvent gagner là-dedans, là, en ayant des industry experts dans l'équipe, puis voir si ça fait du sens d'offrir du service. Évidemment que c'est un challenge parce que ça te défocus du produit, puis tu dois avoir genre une harmonie un peu synergique entre ces deux types de modèles d'affaires-là, mais ça se fait, puis j'en vois, puis je trouve ça quand même de plus en plus cool. Tu sais, dans le fond, par rapport à ça, c'est qu'on parlait de pas juste être un system of record, de pas juste storer de l'information, mais de prendre des actions. Ben, ce volet-là, cette branche-là, service ou expert d'industrie, elle peut aider tes clients, tes users à pouvoir prendre des actions dans le vrai monde, dans leur vrai travail. Fait à voir. All right. Fait que le mot numéro 5, barrière d'entrée dans ton industrie. Les industries où il y a une réglementation lourde, beaucoup de certifications, de compliance, c'est pas vrai qu'un vibe coder peut juste prompter une version de ton tool puis rentrer là-dedans, right? Si toi, t'es déjà là-dedans puis que t'as passé à travers ces hoops-là, ça peut être un mot. Sinon, un intéressant, c'est le hardware propriétaire. Fait que quand la valeur que tu génères pour tes clients ne vient pas juste de ton software, mais elle vient d'un pairing, d'un jumelage entre ton software et ton hardware que tu possèdes, là, tu es plus sticky, tu es plus incrusté chez ton client, puis c'est plus coûteux puis complexe de compétitionner avec un combo hardware-software que juste software. Fait à réfléchir. Fait que c'est des modes comme structurels, right? Le monde physique, puis la réglementation, qu'elle soit genre étatique ou qu'elle vienne d'une organisation quelconque. All right. Le dernier mode, c'est le network effect puis la communauté. Fait que un agent AI,
peut pas nécessairement remplacer le sentiment d'appartenance à un humain. Si, à travers l'utilisation de ton SaaS, je suis connecté avec des pairs, avec des gens que je respecte, que j'estime, en qui j'ai confiance, je pense à un truc comme Slack, par exemple, où plus il y a de gens nice dans mon équipe qui l'adoptent, plus c'est bon. Là, c'est le classique network effect. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant comme mode. Quand les utilisateurs sont connectés entre eux, mettons, puis qu'il y a une relation qui n'est pas juste utilisateur avec software, mais utilisateur avec software et utilisateur entre utilisateurs, ça crée une perception de valeur puis un effet de réseau qui peut être un avantage. Fait que tu vois ça dans des communautés des fois, tu vois ça dans des marketplaces. Puis, tu sais, par rapport aux communautés, tu peux commencer à te dire, what if j'avais une communauté autour de mon SaaS, genre de tripeux de mon SaaS ou de professionnels de l'industrie ou de tel genre de rôle dans tel genre de compagnie, ben on fait une communauté pour ça autour, puis c'est le SaaS qui sponsor ça, tu sais. Si t'as une traction puis une gravité un peu sociale, humaine comme ça peut être un avantage. Mais ouais, un nouveau produit que tu vibe code, ça part avec zéro, mettons, communauté puis network. J'avais menti. Il y a un dernier mote, c'est le diffusion gap. Puis ça, je vais donner un peu de crédit à Vincent Thibault. Là, j'ai lu certains des écrits qu'il a fait, que j'espère, Vince, que tu vas publier. Mais grosso modo, pour le mettre à ma sauce, là, c'est un concept sur lequel j'ai réfléchi un petit peu, j'ai lu ailleurs, mais genre, la proximité que tu as physique puis psychologique à l'innovation puis à genre San Francisco, elle est garante d'à quel point tu vas rapidement adopter l'AI, utiliser l'AI, le considérer pour build à l'interne ou chercher des solutions qui sont AI native ou qui viennent des gros AI providers. Fait qu'il y a comme, si dans ton industrie, les clients, les business types sont loin physiquement, géographiquement de San Francisco de l'innovation, puis sont loin psychologiquement, cognitivement d'être aware, conscient de toutes les possibilités, t'as comme un diffusion gap de l'innovation qui est comme un mode temporaire, basically. Fait que je pense que ça vaut la peine de le garder en tête, d'évaluer un peu ton industrie, tu sais, puis de voir si t'as cette lousse-là peut-être que d'autres n'auraient pas. Mais c'est une fenêtre d'action intéressante, je pense, à mesurer. Ouais. On arrive à la fin de cette espèce de sermon-là qui, j'espère, va avoir été utile. Mais grosso modo, j'ai comme listé 5 questions que je veux que vous vous posiez comme exec, dirigeant, même employé, founders en SaaS, pour voir c'est quoi la suite, c'est quoi le plan d'action avec tout ça. La première, c'est ta valeur principale, c'est-tu ton interface ou ce qui roule en dessous? La deuxième, c'est est-ce qu'un founder solo pourrait reproduire 80% de ta valeur en un week-end? La troisième, est-ce qu'un provider AI pourrait absorber ta feature core dans genre un plugin ou une de leurs features? La quatrième, tes clients pourraient-tu builder eux-mêmes ce que tu leur vends facilement? Puis la dernière, tes clients sont à combien de mois derrière San Francisco? Fait que pour la fermeture, tu sais, je dirais, qu'est-ce que ça veut dire pour les founders? Bien, pour les founders, ça veut dire, regarde ton produit honnêtement, build ton MCP, essaye de couper ton timeline d'adoption de l'AI en deux au niveau du agentic coding, puis même du agentic AI dans les autres business ops, pas juste le engineering. Puis essaye de shipper vite, comme Intercom ont fait quand ils ont fait leur tournant. Pour les employés, ben, c'est genre d'apprendre l'AI sérieusement puis de te salir les mains pour vrai. Il n'y a personne qui va te donner la permission. Tu peux prendre des initiatives, faire preuve de high agency, organiser des lunch and learns, monter des POC, des preuves de concept, partager avec les autres. Puis quand il y a des programmes, des outils d'AI qui ouvrent dans ta compagnie, mais genre sign me up, c'est embarque à pieds joints. Puis tu peux vivre un certain deuil par rapport à l'artisanat ou à l'exécution qui vivait dans ton craft. Mais il faut aussi que ça soit jumelé avec une excitation, des résultats, des constructions, des choses que tu vas pouvoir bâtir que tu n'aurais jamais pu rêver avant, puis des places où tu vas pouvoir aller puis amener la compagnie où tu n'aurais jamais pu rêver avant. Tu sais, tu veux régler des problèmes, créer des nouvelles choses, puis l'AI, ça permet de faire ça encore plus. Là. Fait que, tu sais, il y a un peu ta valeur, c'est pas juste de l'exécution puis avoir les fesses sur ta chaise puis exécuter, c'est aussi gérer des ressources comme l'intelligence artificielle, le jugement que tu as dans comment tu vas orienter puis où tu vas orienter ces agents-là, ça devient de plus en plus important. Puis la question ultime, la question finale, c'est genre, penses-tu que ton SaaS serait plus ou moins disruptable que Snipcart en 2026?
Puis ta réponse à cette question-là, à toutes les autres que j'ai levées, ça devrait orienter tes 12 prochains mois pour de vrai. J'espère que ça a été helpful. J'espère que ça a été un minimum divertissant. C'était un gros sujet, c'était dense. Je vais voir ce que je coupe et ce que je garde. Mais ça m'a fait du bien de faire cette synthèse-là, puis je me sens un peu plus équipé pour prendre des décisions dans ma compagnie, mais pour aider le monde aussi à en prendre dans la leur. Fait que c'est le genre de discussion que vous pensez qui mérite d'être eu avec vos co-founders, vos employés, avec votre comité aviseur, votre board. Ayez-les, ces discussions-là. Envoyez-leur ça. Je vais donner les slides là, aussi. Puis si vous pensez que je peux aider, je suis bien busy, mais si vous pensez que je peux aider, je vais essayer de trouver le temps si ça marche. Puis sinon, je vais juste vous renvoyer le podcast. All right. I'm dead. J'espère que c'est helpful. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un Frank solo. Si vous aimez ça, dites-moi là. Like, subscribe, mettez des comments, whatever. Puis si on a une bonne réponse, je vais peut-être essayer d'en faire plus. Cheers, folks. Bye bye. All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus que 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie, puis qu'on se rende à 1000, puis qu'on se rende à encore plus que ça. Franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi, j'amène dans l'infolette. Fait que si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face, en théorie. Puis sinon, il y a, dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez Ça se passe puis Beehive, c'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir, puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. All right, folks. Un petit shout-out aux chiffres partenaires certifiés Ça se passe. Le chiffre, c'est le bras droit de l'entrepreneur tech. Ils ont accompagné des SaaS bootstrapped, financés, et même plusieurs qui ont exit. Fiscalité, prévision financière, planification, name it, sont là pour alléger ta charge mentale puis t'aider à prendre des meilleures décisions. Moi, je suis client, autant perso qu'avec mes 2 business, puis je suis plus que satisfait. Même chose pour plein de founders qui sont venus sur le pod. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. L'épisode 146 avec Thomas-Louis Lafleur, leur co-founder, c'est un incontournable. OK? De retour au pod. All right, folks. Ça se passe. C'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com. Il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit. Un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets, parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez Ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que
je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Leviat Légal, des avocats qui sont tech et founder-friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec l'AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!